Alors, cet après-midi, nous allons reprendre les conférences. D'abord, c'est Martine Detor, à ma gauche, qui va prendre la parole en premier pour nous parler de surdité et de multilinguisme. Donc, je lui passe la parole. Après, il y aura Dominique Seban, Emmanuel Cajal, et nous aurons un débat après les trois interventions, si vous le voulez bien. Donc, comme ce matin... Notez bien vos questions qu'on pourra aborder après le troisième intervenant. Donc Martine, je te passe la parole. D'abord, quelques petits préambules. Ce dont je vais vous parler, c'est une situation clinique qui peut-être va vous empêcher de digérer tranquillement, mais c'est une situation clinique à propos de multilinguisme dans une famille. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'est-ce qu'il en est dans une famille quand l'enfant est sourd et que papa et maman ne parlent pas français et que la société dans laquelle nous sommes parle français. C'est une situation que nous vivons de plus en plus souvent, puisque comme disait un comique, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde. Et donc nous sommes confrontés à des situations où effectivement... les parents parlent une langue dont nous savons peu ou prou quelque chose. Voilà. Ça, c'était le premier préambule. Le deuxième, c'est que donc, ne vous en offusquez pas, on y viendra après peut-être. Vous entendrez très peu prononcer le mot implant cochléaire et très peu prononcer le mot langue des signes. Parce que ce dont je vais parler, ce sont les cultures au pluriel, et pas seulement la nôtre et celle des sourds. Troisième préambule, le choix de la situation est donc un choix clinique. C'est une situation difficile qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des tas de situations de multilinguisme parfaitement réussies dans des familles. Celle que j'ai choisie est compliquée et je vous dirai pourquoi je l'ai choisie. Le titre « Des confettis de Babel ». C'est le titre d'un livre d'un monsieur qui s'appelle Calvet, qui a écrit un livre sur les langues dans le monde et qui essayait de voir l'ensemble des situations linguistiques. J'ai trouvé qu'il se prêtait tout à fait à ce que cet enfant dont je vais vous parler mettait en jeu. Alors, parler de langue, c'est parler de culture et de psyché. Et concernant notre sujet, surdité et multilinguisme, c'est parler de culture et de psyché au pluriel. La culture n'est pas un champ d'études spécifique. En fait, elle est notre vie, toute notre vie, et celle des générations antérieures. Décalez-vous 2 minutes comme ça psychiquement de la surdité. Les langues véhiculent la culture et la symbolisent. Elles sont en quelque sorte, les langues, l'outil par lequel s'exprime la culture, mais elles sont aussi forgées par la culture. La langue forme la culture, qui forme la langue. Elles évoluent de concert. Alors, manifestation princeps de notre humanité, les langues marquent aussi son origine et l'émergence de ce que nous nommons l'histoire avec un grand H. L'histoire est datée à peu près de la langue, de l'apparition du langage. C'est pourquoi l'apparition des hommes et celle du langage sont toujours mises en lien. Parler est donc souvent considéré comme une seconde naissance, voire dans certaines cultures comme la naissance. Celle qui différencie l'infance de l'enfant de l'animal et le fait entrer dans le groupe des humains. Les langues comme la culture nous imprègnent, elles infusent, pourrait-on dire, en chacun de nous, tous les champs de la vie. Je m'explique. La sensorialité, la vie quotidienne, la modalité des relations, les us et coutumes, les règles symboliques. Elles servent d'enveloppe contenante, les langues, et organisatrice pour chacun, dans sa famille et ses groupes d'appartenance, et forment une sorte, on pourrait dire, de matrice identificatoire. La langue ou les langues sont donc toujours présentes autour de nourrissons. Je pense que ce matin,
un certain nombre d'interventions reprenaient ça, d'une manière ou d'une autre. Tout d'abord dans l'histoire et le désir des parents, qui se parlent. Puis lors de la grossesse, c'est ce que disait tout à l'heure M. Gols, et après la naissance aérienne du bébé, comme dirait Missonnier, en parlant de son accouchement. Donc, il y a les 2 temps de la vie du bébé, du nourrisson, non, du fœtus et du nourrisson, intra-utérine et après à l'extérieur. Elles sont là, les langues, penchées sur le berceau. Langue des ancêtres et des parents, langue du pays où naît le bébé, accompagne son entrée dans le monde. Alors, mais que se passe-t-il quand les parents vivent dans un pays d'accueil qui n'est donc pas le leur, utilisent des langues différentes et que de plus le bébé est sourd? En quoi une pluralité linguistique peut-elle influer sur la psyché parentale et donc sur la relation à l'enfant? Quelle représentation circule dans le pays d'origine des parents, dans leur famille, envers le handicap? Et comment parle-t-on de la surdité? Je prendrai ici, pour développer mon propos, l'exemple d'une famille de culture occidentale, afin d'éviter un exotisme un peu séducteur ou inquiétant, pouvant toujours susciter des préjugés trop massifs. Je ne prendrai pas un exemple en Afrique dite noire, ce qui est déjà, voilà, parle déjà des préjugés. Et puis, de toute façon, les préjugés, ils peuvent être partout, ils sont à l'affût tout le temps. Donc, bon, j'ai fait ce choix. J'ai choisi aussi de parler de cette rencontre, on va dire, longtemps après qu'elle ait eu lieu, afin d'avoir un peu de recul dans mes questionnements. En fait, tout ça est vrai, mais en fait, cette situation familiale, elle s'est imposée à moi dès que le choix du sujet de mon intervention a été dans l'air, parce qu'elle m'a marquée à plus d'un titre. Aurora est une enfant de famille portugaise, dont les parents sont venus en France pour des raisons économiques. C'est ce qu'ils me diront dans nos premiers entretiens, du moins. Originaire d'une région agricole pauvre, ils ne voulaient pas continuer à travailler la terre comme ouvriers agricoles, comme leurs parents et leurs frères. La France représente pour eux la possibilité d'une vie meilleure, mais aussi, je le comprendrai plus tard, l'occasion de prouver leur capacité à leurs familles respectives. Donc l'enfant arrive aussi dans cette situation-là. Ils parlent portugais entre eux, mais le Portugal qu'ils évoquent est très contrasté. Ou bien il est tout à fait idéalisé, ou bien il est l'objet d'une tristesse mélancolique, tristesse dont je ne saurai rien pendant longtemps. Aurora est née 3 ans après l'arrivée du couple en banlieue parisienne, 3 années occupées à chercher un travail, sans relâche et sans résultat vraiment satisfaisant. Pendant toute cette période, monsieur commence d'ailleurs à se déprimer, et je sens poindre de la honte lorsque sa femme me rapportera les réflexions négatives qu'il subit de ses parents lorsqu'il les appelle. 3 générations. Au demeurant, d'ailleurs, le téléphone, qui normalement devrait servir de lien entre la France et le Portugal, semble vraiment pour eux un objet anxiogène, porteur de mauvaises nouvelles et de propos critiques qu'ils reçoivent fréquemment de leur famille. Aurora grandit en permanence à la maison auprès de sa mère, sans problème tout d'abord lors de sa première année. Je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas ce que je peux faire, il déconne. Peut-être je peux me passer du micro. Aurora grandit en permanence à la maison auprès de sa mère. Bonjour monsieur. Sans problème tout d'abord lors de sa première année, et puis peu à peu, pourtant, madame se sent anxieuse avec elle, sans savoir vraiment pourquoi. En fait, Aurora, qui commence à marcher, reste muette. Pour l'essentiel des professionnels qui sont là, ce que je décris est connu. En fait, non. Alors, le changement de pays, le déracinement affectif des parents, l'absence d'ancrage social, ils vivent très seuls, crée un sentiment de solitude profond chez les 2 parents,
et commence à révéler des anxiétés et des pans de dépression jusqu'alors inconnus ou bien contenus, je ne sais pas. La dynamique conjugale commence à se gripper et c'est dans ce contexte qu'une voisine interpelle ses parents quant au silence d'Aurora. Mais c'est quand même curieux qu'elle ne parle pas, votre fille. Après une consultation médicale à laquelle ils se rendent pour faire plaisir à cette voisine, au demeurant la voisine est une dame portugaise et d'un certain âge, une forme d'imago maternel, une surdité est diagnostiquée chez l'enfant. Aurora a 13 mois. Elle montre peu d'intérêt pour ce qui l'entoure, mais elle n'est pas repliée sur elle-même. Elle regarde le monde comme de loin, dira sa mère. Pendant ce rendez-vous médical, monsieur et madame garderont le silence. Madame me dira plus tard. Quand le médecin a parlé de surdité, on était comme deux morceaux de bois secs. La vie s'était arrêtée. Je voyais bien ma fille sur mes genoux, mais j'entendais plus rien. Ensuite, on est sortis. Mon mari est monté en voiture. Je me suis assise avec l'enfant et il a foncé. J'ai hurlé, il a freiné, mais la voiture est rentrée dans l'arbre. Nous n'avons plus bougé. Le choc du diagnostic s'est concrétisé par le contact brutal avec l'arbre. La manière de raconter la scène, sous forme d'une série de phrases courtes, évoque bien les séquences traumatiques qui ont été ressenties. Alors après ces deux chocs, les parents se replient chez eux pendant quelques mois, dans la solitude et le silence. Tout ça, je le sais bien sûr, après coup, longtemps après. Ils n'appellent plus le Portugal, ne se parlent presque plus, ne se regardent plus. La peur et la honte se sont installées et englobent, on pourrait dire, toute leur vie. Quand je rencontre Aurora, quelques mois après l'accident, elle regarde effectivement le monde de loin. Madame regarde sa fille, monsieur non. Ses parents lui parlent peu. Le discours de madame sur l'enfant est empreint de faute, de culpabilité, de fatalisme et de religion emmêlée. Son panorama interne est gris, mais elle tente d'en sortir en me parlant. Elle se débrouille, dit-elle, avec la langue française. Tout est relatif. En fait, elle bute sur les mots, elle cherche, se reprend, créant un sabir fait de portugais, français, mimique, gestes expressifs. Pensez à Gols tout à l'heure. Simple, mais efficace pour se faire comprendre. Elle semble un peu gênée de ses erreurs, mais avec le temps, elle aura plus de plaisir à monter les progrès en français. Plus tard, elle pourra pleurer et encore bien plus tard, parler vraiment. La langue viendra enfin à sa rescousse. La langue, sa langue, la langue de son enfance, qu'elle parlera avec moi couramment, comme si nous partagions cette même langue maternelle portugaise, dans une enveloppe commune en somme. Mais pour ma part, ne parlant pas le portugais, je passerai en miroir du français au mimique, au geste expressif, soutenu à l'intérieur par ma connaissance de l'italien et de l'espagnol, mais pas du portugais, en essayant de m'adapter psychiquement et linguistiquement à ces registres de communication hybride, on va dire. Elle parlera du Portugal, de son enfance, espace de violence familiale, d'oppression des femmes au sein de la famille, parlera des coups et des rejets et de leur traduction affective, les peurs et les sentiments d'abandon. Un Portugal, on pourrait dire, de fureur pulsionnelle du côté des hommes, de soumission du côté des femmes, accompagné d'un fort investissement des enfants. Un investissement comme réparateur, on va dire. Son Portugal. Cette évocation-là, elle ne peut se faire à ce moment-là qu'en portugais et sans interruption. Évidemment sans présence d'un interprète, et je me prêterai à ça. Même si je ne la comprends pas, ou qu'approximativement du point de vue linguistique, cette communication me paraît alors tout à fait essentielle psychologiquement. Monsieur, quant à lui,
n'a aucune pratique du français et lors des 2 premiers rendez-vous, n'essaiera pas d'adapter son expression, lui. Quand je proposerai de faire appel à un interprète, il ne viendra plus. Pas de mots, pas de mots. Il va s'immerger dans le travail. Il prendra la décision de construire, lui-même et tout seul, une maison dans ce Portugal qu'il avait eu besoin de quitter quelques années auparavant, investissant le travail en France durant l'année et le travail au Portugal durant les vacances. Pas de temps creux, pas de vide. Peu de relations. Essentiellement, c'est comme ça que je me le disais, des actes de survie. Son histoire me restera inconnue. Toutefois, je la supposerai marquée par de graves carences affectives et parsemée de conflits dans la filiation, de traumas aussi. Et comme sa femme ne souhaitait pas parler à sa place, elle n'en dira pas plus. Et elle parlera d'ailleurs plus de son mari. Je ne le verrai plus avec sa fille, malgré mes sollicitations, mais je resterai inquiète et vigilante quant à sa fragilité et ses capacités destructrices. C'est madame qui s'occupera donc de la santé et de l'éducation d'Aurora. Je serai, donc quelques mois après l'accident, la première et la seule à évoquer le vécu de l'enfant lors de l'accident et les effets sur sa psyché. Les parents n'en avaient même jamais parlé ensemble. Aurora grandira sans se faire remarquer, protégeant ainsi sa mère de toute difficulté, mais au prix d'une construction psychique assez peu solide et en s'interdisant des manifestations émotionnelles trop spontanées. Pas de rire franc, pas de colère. Une enfant on dira sage. Il faut toujours se méfier des enfants trop sages. Elle se faisait oublier. Pourtant, un jour, quelques années plus tard, elle s'écroulera en pleurs à l'école, ne pouvant plus maintenir cette apparence. Elle évoquera alors un cousin adulte qui lui faisait peur par des contacts physiques un peu trop proches. Frôlements, attouchements, le choc de l'arbre, le choc des abus. J'apprendrai à cette occasion par madame le détail de violences dans les générations précédentes et puis mieux comprendre les émotions d'Aurora comme autant de traces du vécu des générations antérieures. Sa surdité et ses silences, ce qu'elle subissait dans son corps, perpétuaient une chaîne en fait, de violences faites aux femmes dans la lignée de sa mère, ce qui expliquait en partie l'aveuglement de cette mère envers les agissements du cousin et le déni répété du père. La surdité renvoyait au silence et à la peur, et à l'impunité même. L'histoire familiale pesait lourdement, comme vous pouvez l'entendre. L'arrière-grand-mère et la grand-mère maternelle avaient été victimes de violences sexuelles, banalisées à la campagne, qui plus est, et s'étaient retranchées dans une espèce d'attitude pudibonde envers tout ce qui touchait au corps, et d'autant plus à la sexualité. La surdité les terrifiait. Et elles n'ont jamais rien su des attouchements sexuels du cousin. Les parents n'en ont jamais parlé. Je continue pour le contexte, parce que, voyez-vous, moi, j'essayais de comprendre un peu ce que vivait cet enfant et ses parents autour de la surdité, puisque c'est la surdité qui avait l'air d'avoir créé comme ça un rappel traumatique. Les grands-parents d'Aurora et ses parents avaient grandi dans une ambiance d'enfermement, créée par les interdits de la dictature portugaise, de Salazar. Ce qui m'a permis d'apprendre que ça avait été la plus longue d'Europe et qu'elle avait duré 40 ans. C'est-à-dire que plusieurs générations avaient connu cette dictature, de 26 à 1974. Et le cumul des violences était à la fois externe, politique, on va dire, et familiale. Les violences et les silences. Ce qui va résonner avec force à travers la surdité d'Aurora, dont le comportement passif pouvait se résumer
La langue, hein, c'est un truc. Hein. Supporter et se taire. Et supporter et se taire, c'est exactement ce que vivaient les grands-parents et les parents pendant la dictature. Supporter et se taire. Sinon, le danger était là très vite. L'exil, la naissance d'un enfant, représentait pour ses parents un réel espoir de changement. Mais la surdité de l'enfant et les attouchements de la part du cousin les ramenaient vers la fatalité familiale. Forgés par une tradition culturelle plus ou moins consciente, comme nous tous, hein, à laquelle ils espéraient pourtant échapper, la soumission au groupe familial, le poids du fatum, de la religion, du rapport au travail. Monsieur et madame sont comme rattrapés parce que la surdité de leur fille et cet abus sexuel intrafamilial font résonner de leur vie passée. Le diagnostic tombe alors comme un drame et comme une punition. Leur rapport aux langues, finalement, l'exprime un peu à sa façon. Un père muré dans la seule langue d'origine, une mère écartelée entre un désir de vie, comme inventer un chemin entre deux langues, et le poids d'une histoire qu'elle n'a pas pu métaboliser, et l'enfant comme isolé au milieu de quelques mots qui la touchent assez peu. Tous les trois vivent un exil, et un exil dans les langues. Monsieur restera enfermé dans ses traumas et ses hontes, ou ceux de générations antérieures, muet, même et peut-être surtout dans sa propre langue. Il ne voulait pas d'interprète, il voulait y rester. Comme enclos. Dans quelle douleur, peur, culpabilité, je ne sais pas, et j'en saurai jamais plus. Cette situation a laissé longtemps en moi une sensation de malaise. Le mot est faible. Je pensais bien sûr qu'il y avait une concentration d'éléments complexes, hein, les traumas enquistés, la violence d'un diagnostic. La violence, le mot est faible aussi. Le déracinement géographique et social rendait difficile la vie de cette famille. Et puis je me disais que ma compréhension restait assez parcellaire. Hein. Et puis autre chose m'est apparue, qui finalement m'est restée, maintenant que je vous en parle, parce qu'on est un certain temps après, c'est toujours de se dire que ce que l'autre vit, finalement, on en sait très peu de choses. Et que ça permet aussi d'aborder les choses autrement, de se dire ça. Mais par contre, ce qu'on peut essayer de comprendre, ce qui ne va pas de soi non plus, c'est essayer de comprendre ce que soi on vit. Parce que moi, j'étais aussi étrangère dans cette situation, et presque sous dictature. Celle des silences, parce qu'il y avait des silences que je ne comprenais pas, qui étaient des traumas, soyons clairs, et des langues malmenées. Alors moi, j'ai toujours aimé les langues, pour leur diversité, ce qu'elles permettent d'évoquer différemment, le rêve, de façon inédite, leur forme, leur musique, le voyage qu'elles évoquent. Alors, j'ai pensé inventer quelque chose avec cette mère, entre langue et corps, parce que les mimiques, les gestes, voilà. Comme disait Gold ce matin, hein, il y a deux communications. Avancer dans un entre-deux, mais sans réaliser vraiment la force de la violence multiforme de la situation. Les fils étaient nombreux, hein. Les vies parentales malmenées, semées de trauma, un vrai trou psychique causé par l'exil, mais banalisé. L'effondrement linguistique et symbolique du père, sous le coup d'un passé indicible, mais que la surdité avait fait sortir de je ne savais pas où, et l'impossible protection d'un enfant qu'on aime face à un agresseur en qui on avait confiance. Ça fait quelques fils emmêlés entre culture, langue et psyché. Alors moi, je pensais tricoter un nouvel espace, mais la force des traumas et la souffrance conjuguée de ces trois-là m'envahissaient. Aurora s'était décalée, elle, de ce chaos psychique, culturel, linguistique. Elle s'était décalée dans sa surdité. Est-ce que le silence la protégeait ? Est-ce que c'était une forme d'identification à la souffrance de ses parents ? Un silence comme ça, hors sol. Le mot qui m'est venu, c'est ça, en écrivant hors sol.
Et j'ai même rajouté sans patrie, sans frontières, comme ça, une forme de silence hors langue, mais pas vraiment hors langue. J'ai ressenti quelques années après l'accompagnement de cette famille à quel point ce mélange, ce métissage de mots, de silences, de morceaux de corps en mouvement avait pu résonner en moi comme mortifère et bouleversant à mon insu. Il m'a fallu du temps pour le réaliser. J'avais déjà, lors d'autres entretiens parentaux, tâtonné entre plusieurs langues. Voilà. Chercher des chemins de rencontre pour construire la relation. Pour moi, ça me paraissait presque banal. Voilà, spontané. J'avais utilisé ce que j'appelais un bricolage culturel et linguistique, jusqu'à ce que j'apprenne que Lévi-Strauss appelait ça aussi un bricolage. Adaptant ou abandonnant certaines de mes pratiques culturelles propres pour qu'elles rencontrent celles de l'autre. Un changement de distance à l'autre, une gestuelle différente, une façon de prendre ou de donner la parole différente. On s'ajuste à quelqu'un d'une culture qui est différente. En tout cas, je pense qu'il le faut. Et que ça sert la communication et la relation. Dans un but de co-création, je dirais. Mais avec cette famille m'est apparu un versant nouveau du multilinguisme. La surdité d'Aurora, parce qu'elle était vécue comme traumatique, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, révélait et faisait résonner des silences parentaux réels et psychiques, intenses. Donc cette surdité, elle paraissait renforcer chacun dans son isolement et même encrypter chacun dans son isolement. C'est bien d'ailleurs la forme que prennent certains traumas, la crypte psychique. Alors, que disait leur façon d'utiliser les langues, qui était une façon particulière, hein ? Qu'est-ce que ça traduisait de leur ressenti, de leur mouvement interne ? Quand Aurora s'est mise à parler, un peu, la langue française, mais ça ne va pas vous étonner, lui a pas servi de recours. Petit astérix, cet enfant avait des appareils et de l'orthophonie 3 fois par semaine. Elle utilisait la langue comme à travers une vitre, entre elle et les autres, et peut-être même entre elle et elle à certains moments. Une distance. La langue était désavouée dans ses fonctions. Mais cette langue française, non investie, non incarnée à la maison, est-ce qu'elle pouvait en faire sa langue ? D'ailleurs, personne ne lui parlait vraiment à la maison, ni en portugais, ni en français. Quelques mots de la vie quotidienne. Pas de bain de langage vraiment, pas de langue parentale qu'elle aurait pu s'approprier, même en étant sourde. J'insiste, même en étant sourde, car ce qui fait la langue ne se réduit pas à sa dimension auditive. Pourtant, ses 2 parents étaient imprégnés de la langue portugaise. Ils avaient grandi en elle et ils l'utilisaient. Aussi loin que madame en avait connaissance, seul le portugais était parlé dans les 2 familles. Elle évoqua même, avec élation, pour me l'expliquer, un ancêtre lié aux grands explorateurs, parti vers le Nouveau Monde, dans sa famille. L'éloignement ne nous fait pas peur, disait madame. Pas peur du tout dans la famille. La preuve, l'Amérique. Et la découverte de nouveaux pays non plus, madame de Thor, et de leurs habitants non plus. À ce moment-là, je me suis dit, d'accord, mais elle ne mentionne pas les dimensions moins nobles de cette formidable découverte de l'Amérique, genre l'esclavage, la soumission des populations par la violence, ni les résistances qui existaient au moment où on se parlait au pouvoir colonisateur portugais dans toutes les colonies, justement. Le Portugal qu'elle évoquait, elle, restait flamboyant, sauf qu'il n'arrêtait pas de s'effriter. Son Portugal, ni externe, ni interne. Cet ailleurs restait complètement idéalisé, un peu comme l'image de la France avait pu l'être avant l'exil en France.
Elle et son mari utilisaient le portugais entre eux, en privé, au téléphone avec leurs parents, mais c'était un portugais replié sur eux-mêmes, replié sur lui-même, un peu comme un empire qui, peu à peu, se racornit. Alors, à mon sens, Aurora n'avait pas vraiment de langue. Mais alors, comme elle parlait un peu, qu'est-ce qu'elle parlait au juste? Astérisque en bas de la page. J'ai été orthophoniste, psychologue, avant d'être psychanalyste. Donc moi, dans ma tête, les fils, ils se tissaient. Un enfant naît dans la psyché de ses parents bien avant sa naissance. Il naît de leur vie d'enfant à eux, les parents, de ce qu'ils ont créé avec leurs propres parents, tissé avec eux, de ce que ceux-ci ont pu leur transmettre, bien sûr, dans leur culture, leur langue, mais aussi leur silence. La transmission, en particulier la transmission inconsciente, passe beaucoup par les silences. Aurora, qui était une enfant sourde, quand même, dont la surdité n'était pas si profonde que cela, diraient les audiophonologistes, et ce que je me disais aussi, finalement, un peu défensivement, était sourde dans son rapport au monde. Ni autiste, ni déficitaire, décalé. Dans les silences, entre les langues, à côté des langues. Aurora et sa famille m'ont aussi laissé une sensation générale de tristesse. Pourtant, un souvenir m'est revenu en relisant mes notes, que j'avais donc gardées quelques années avant de... Pourquoi, j'en sais rien. Un jour, après quelques années de rencontres avec la maman, l'enfant, les deux, et d'invitation au papa qui ne venait pas, le contexte précis, là, m'échappe un peu actuellement, mais il fut question de cuisine. Aurora ne mangeait presque rien à l'école le midi, parce qu'elle allait à l'école, cet enfant. Cet enfant, elle avait un parcours. Prenons un cliché, voilà, d'enfant sourd, classique, alors maintenant j'enlève le dépistage, mais rajoutons qui n'est pas un dépistage, l'évaluation de la surdité. Elle avait, elle, un diagnostic de surdité, de l'orthophonie, un appareillage et de l'orthophonie 3 fois par semaine, l'enfant dont je parle. Elle n'était pas non plus sans aide. On va mettre des guillemets parce que, voilà. Elle ne mangeait rien à l'école le midi. Elle était scolarisée en intégration. Bon. Alors elle m'expliqua, cet enfant, alors, par le menu, si je puis dire, ce que cuisinaient sa mère et sa grand-mère maternelle. Les ingrédients, la préparation, la cuisson, les appréciations, tout était détaillé avec ses moyens expressifs pourtant limités. Oh, surprise. Puis elle m'expliqua, mieux qu'un anthropologue, pourquoi c'était important la cuisine. Et elle m'a précisé les différences entre les goûts français et portugais. J'ai oublié les mots, les gestes, les mimiques qui constituaient ce discours, mais il me reste encore l'impression joyeuse et vivante qu'il a provoquée en moi, et l'émotion qu'elle a provoquée en moi ce jour-là, avec quelques mots de français, de portugais et quelques signes de LSF glanés auprès d'enfants sourds, l'air de rien, puisque les parents ne signaient pas, ça va sans le dire, je crois, et que l'école où elle était une école française entendante. Avec ses confettis de Babel à elle, un peu de portugais, un peu de français, un peu de langue des signes et de la mimique et ce qu'elle pouvait, cet enfant reconstituait un monde fait de diversité et de désir, avec un plaisir qu'elle réussissait à partager. Elle était donc capable de repérer les différences entre des pratiques culturelles diverses, de se les approprier et de les inclure dans un système de valeurs. C'est mieux que, j'aime mieux ça, j'aime moins, pour peu qu'il fût transmis par ses parents et ses grands-parents, comme valorisé et comme ayant du sens. Des éléments de culture étaient transmis, même si la langue faisait défaut.
Nous pourrions voir dans cette évocation culinaire plusieurs choses. On pourrait l'analyser de façon différente. L'expression d'une régression dans le transfert à la période précoce de nourrissage du bébé par la mère, moi, ou elle, à moi, ou bien une évocation de la force de la culture, la nourriture portugaise, la cuisine portugaise, qui entoure et imprègne les êtres humains dans une enveloppe justement vitale et très nourrissante pour le coup, ou encore une association libre entre les ingrédients culinaires et les ingrédients affectifs et linguistiques. Un petit morceau de langue française, un peu de langue portugaise, l'accent de la mer pour lier le tout, et l'approche du français comme langue étrangère. Étrangère sauf à moi. Tout était là dans ce travail psychique. Projection du bébé, les identifications, tant pour la mère que pour l'enfant d'ailleurs, à travers des corps et des langues, et à travers la surdité que je dirais comme une, je vous le soumets, une zone métissée de mots et de silences, un mélange. Des silences, oui, mais avec une forte valeur langagière. Aurora a évolué peu à peu, je dirais grâce au travail psychique de sa mère, peut-être aussi grâce au mien, maintenant que j'y pense. Je tenais auprès d'elles deux une double position de contenance et de structuration, soutien dans la relation à l'enfant, reconnaissance de la langue et de la culture parentale, aide à la reconnaissance de la surdité. Pour ses parents, il y avait un blanc total, celui du trauma au départ. Partage de langue et de culture ont permis à madame une mobilisation psychique, un renouvellement de son rapport à l'origine portugaise, une prise de conscience de ses potentialités à elle, la mère, et un changement de regard sur sa fille. Ce fut un peu long. La surdité s'est alors transformée pour cette mère, parce que la surdité ne cristallisait plus toutes les souffrances du passé. De tragédie, la surdité a pu devenir une différence, même douloureuse, mais une différence. En passant par la différence de cuisine, c'est-à-dire de culture, on trouve aussi des biais. Voilà. L'ouverture globale de madame à nos échanges, partage d'histoire, de culture, de langue, aura aussi pour effet, tant chez elle que pour Aurora, une utilisation mieux investie et plus investie des deux langues orales, portugaise et française, et permettra même à madame de faire quelques pas vers la langue des signes. Il m'est resté de ce chemin avec cette famille une interrogation, pour moi essentielle, à chaque nouvelle rencontre avec un enfant sourd de famille étrangère. Que vit cet enfant dans sa famille? Que vivent les parents? Un isolement supplémentaire, point d'interrogation, du fait de la différence culturelle des parents dans le pays d'accueil. Est-ce que ça fait se vivre doublement étranger? Un ressenti similaire à celui des parents, puisque finalement tout le monde vit dans des langues multiples. Est-ce que les identifications de l'enfant se feraient grâce au fait d'avoir plusieurs langues? Et comment ça se fait? Dans une forme d'identité multiculturelle partagée dans la famille, voire partageable. Comment ça pèse dans nos élaborations? Quelle représentation avons-nous de ce qu'est une langue, nous? Et en particulier, comment prenons-nous en compte, nous, entendants et français, le mythe d'une langue maternelle unique et unifiante? Rappelons que plus de la moitié de la population mondiale est bilingue ou plurilingue, et qu'un Français sur 4, faites le compte, se souvient, selon une étude du CNRS, que ses parents lui parlaient de façon habituelle, dans l'enfance, une langue autre que le français. Levez la main. Comment chaque membre de la famille vit ça?
Structure-t-il son positionnement dans la génération qu'il occupe, parents, enfants, grands-parents, quand il y a migration et surdité? Qu'est-ce qui est transmis à l'enfant finalement? Comment se font les identifications? Le professionnel qui se prête à ce travail est lui aussi un peu remué. Il accepte d'éprouver une partie étrangère en lui-même, inconsciente, ça c'est sûr, de toute façon, d'être lui-même un étranger, d'une certaine façon, de mettre à l'épreuve son métissage de langue, psychique, et un peu sa propre ambivalence dans la rencontre avec l'autre, et de placer la culture, sa culture, au cœur du questionnement transférentiel. Il accepte de se laisser toucher et déformer. En s'identifiant à ses parents étrangers, il permet aux parents de s'identifier à lui et à ce que représente psychiquement pour eux le fait que le thérapeute soit français. Alors, si j'ai choisi cet exemple, c'était pour éviter justement des préjugés qui sont extrêmement forts concernant certains modes de vie, culture ou croyances dans certaines cultures. Et ces clichés qui résistent inconsciemment en général en nous ont souvent une histoire. Là, l'histoire, j'ai remarqué qu'elle provenait, dans les gens qu'on reçoit, viennent souvent de pays dans lesquels il y a eu des situations humaines très douloureuses de soumission. La colonisation, l'esclavage, les dictatures, qui restent à l'œuvre pendant des dizaines d'années, psychiquement. Alors, nos préjugés sont multiples. En 2 minutes. Personnel, bon, ça c'est sûr. Mais aussi en tant qu'entendant et en tant que Français. Et puis, de ce point de vue-là, je dirais qu'en France, la langue a toujours été un enjeu très, très important, sans remonter aux calendes gauloises. En 1539, le français est imposé en France par François Ier. Le latin est poussé de côté et tous les dialectes aussi. En 1789, on monte d'un cran. On construit avec la langue française une nation en choisissant d'exclure tous les autres dialectes et patois et langues parlées sur le territoire et qui constituaient 90% de ce que parlaient les gens. Donc, au nom de rapprochement, en fait, on crée de l'exclusion. Paradoxe. Je pense que nous sommes aussi construits de ça, que ça a instauré quelque chose en nous, cette façon d'utiliser la langue française, et que ça vaut la peine qu'on y pense. Alors, pour finir, tous les parents d'un enfant sourd ont besoin, à mon avis, d'accueillir leur enfant et sa surdité dans leur culture, dans leur langue d'origine, afin d'inventer une relation avec l'enfant qui permette de s'approprier l'altérité de l'enfant. C'est grâce à ces transformations psychiques et culturelles qu'ils pourront s'installer avec leur bébé sourd en pays d'accueil, là en France, dans la langue française, et inventer une forme de multilinguisme que nous espérons soutenant. C'est aussi grâce à cette élaboration personnelle-là qu'ils pourront évoquer leur représentation de la surdité dans leur langue, leur pays, la questionner et mieux comprendre ensuite les besoins linguistiques de leur enfant ici en France. La LSF par exemple, le français évidemment, mais la LSF. Et le bébé sourd, lui, quoi qu'il entende, a besoin de l'hospitalité culturelle et linguistique de ses parents parce qu'ils sont pétris d'histoires psycho-affectives de la famille dans ces représentations du monde, là, les leurs et pas les nôtres. Il a besoin de s'approprier le monde de ses parents et leurs différences. S'approprier, ça ne veut pas dire là, ça veut dire là aussi. Là. Pas dans la tête, dans les tripes. Donner du temps à ces ajustements, ça c'est une incise de conclusion. C'est le travail peut-être du psychanalyste, mais pas que, je pense. C'est pas une perte de temps pour aider un bébé sourd, quelles que soient les prises en charge spécifiques à la surdité qui lui sont proposées par ailleurs. Ce travail d'acculturation réciproque entre un professionnel et des parents, de transformation mutuelle, peut servir de lieu d'accueil à la psyché des parents et permettre d'éviter des dénis et des clivages qui existent pour eux
et qui sont fréquemment ressentis entre leur pays d'origine et le pays d'accueil. Ce tissage incarne l'importance que nous donnons à l'altérité culturelle dans notre dispositif de soins. Je le dis au présent, dans mon dispositif de soins actuel, et constitue à mes yeux une prévention de certains troubles psychologiques du bébé sourd, dans la relation à ses parents, mais aussi dans la relation à l'environnement français. Il traduit aussi, à mes yeux, deux grandes fonctions de la culture dans son rapport à l'universel, la symbolisation et l'humanisation. Merci. Bien, merci Martine pour ce bel exemple. Gols parlait ce matin d'intersubjectivité, de construction du sujet. Évidemment, ça résonne beaucoup en nous, puisque l'enfant ne naît pas avec le diagnostic de la surdité. Ben non. Donc c'est quelque chose de très important, à mon avis, que tu as rappelé quelque chose de très important dans ce bel exemple de construction de l'intersubjectivité, où on voit très bien que ce que disait Gols ce matin sur le rôle de la communication analogique est absolument fondamental. Merci pour ce bel exemple. Et